Les voisins du dessous. Il y a des vies qui tiennent dans un appartement. Tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a construit se loge entre quatre murs, et l'on finit par croire que ces murs sont éternels. Pour Odette et Maurice, le 3 pièces de la rue des Pierres Plantées, dans le quartier de la Croix-Rousse, était leur éternité. Ils y étaient entrés en 1978, lui avec ses cartons de livres techniques, elle avec sa machine à coudre et une caisse de vaisselle chinée aux puces. Leur fils, Stéphane, avait 2 ans. Aujourd'hui, Stéphane en avait 47, ils vivaient à Grenoble, et ils se retrouvaient tous les deux, seuls, dans un appartement que le temps avait rendu silencieux. Odette avait 72 ans. Elle avait travaillé comme secrétaire médicale dans un cabinet de la presqu'île, et sa voix gardait encore la douceur professionnelle de celle qui annonce les résultats sans affoler. Maurice, lui, était à la retraite depuis 10 ans. Il avait été conducteur de travaux sur les chantiers du Grand Lyon, et ses mains étaient celles d'un homme qui a manié le métal, le béton, la pente raide des toits. Il avait 70 ans, un dos qui le faisait souffrir le matin, et une manière de s'asseoir près de la fenêtre pour lire le journal qui disait tout de sa vie réglée. Leur appartement se trouvait au 2e étage d'un immeuble de pierre dorée, un de ceux qui font la fierté de la Croix-Rousse, avec des murs épais, des plafonds hauts, et des fenêtres qui donnaient sur la cour intérieure où un marronnier centenaire étendait ses branches. Leurs voisins étaient discrets, comme on l'est souvent dans ces immeubles anciens, on se croise dans l'escalier, on échange un bonjour, on sait que la dame du 3e a perdu son mari l'an dernier, que le jeune du rez-de-chaussée part tôt le matin, mais on ne s'immisce pas. Pendant 44 ans, Odette et Maurice avaient vécu cette tranquillité. Tout avait basculé un mardi d'avril. Un jeune couple avait acheté l'appartement du 1er étage, celui qui se trouvait juste en dessous du leur. Odette l'avait appris par l'agent immobilier, croisé dans l'escalier, le propriétaire précédent, M. Fournier, était décédé, et ses enfants avaient vendu rapidement. Les nouveaux arrivants s'appelaient Kevin et Mélissa. Ils avaient la trentaine, un enfant en bas âge, et des projets plein la tête. Le premier signe fut le bruit. Un matin, à 7 heures, Maurice fut réveillé par un martèlement sourd, régulier, qui faisait vibrer le plancher. Il se leva, alla dans la cuisine, constata qu'Odette était déjà debout, une tasse de café à la main, le regard inquiet. « Ça vient d'en dessous, dit-elle. Ils ont commencé les travaux. » Il ne s'était pas imaginé que les travaux dureraient. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le jeune couple avait entrepris une rénovation complète, démolition des cloisons, mise à nu des murs, isolation, électricité, plomberie. Chaque matin, le bruit reprenait, parfois dès 6h30, parfois jusqu'à 8h du soir. Les perceuses, les marteaux-piqueurs, les meuleuses, les voix des ouvriers qui criaient dans l'escalier. Odette, qui aimait lire dans le calme de l'après-midi, dut renoncer à ses romans. Maurice, qui faisait une sieste après le déjeuner, se retrouvait à fixer le plafond, les dents serrées. Ils avaient d'abord pris leur mal en patience. Les travaux finiraient bien par s'arrêter. Mais les semaines passaient, et le bruit ne faiblissait pas. Un après-midi, Maurice décida de descendre frapper à la porte. Il se tint dans l'escalier, écouta les coups sourds qui traversaient le béton, et sonna. La porte s'ouvrit sur un jeune homme en sweat à capuche, un téléphone à la main, l'air pressé. « Bonjour, dit Maurice. Je suis votre voisin du dessus. Je voulais savoir combien de temps encore dureront les travaux. » Le jeune homme leva les yeux de son écran, le dévisagea sans chaleur. « Encore quelques semaines. On refait tout. » « Je comprends, reprit Maurice. Mais parfois les ouvriers commencent très tôt, et le bruit est très intense. Ma femme et moi, nous sommes à la retraite, nous avons besoin de calme. » Le jeune homme haussa les épaules. « On a le droit de faire des travaux. C'est dans la loi. Je ne dis pas le contraire. Je demande simplement si on peut respecter des horaires un peu plus raisonnables. Je n'y suis pour rien. C'est l'entreprise qui gère. Parlez-leur. » La porte se referma. Maurice resta un instant immobile, le regard fixé sur le panneau de bois fraîchement peint, puis remonta l'escalier à pas lents. Odette l'attendait dans l'entrée. « Alors ? » Il m'a dit de parler à l'entreprise. « C'est ce que nous allons faire, » décida Odette. Elle trouva le numéro de l'entreprise de rénovation sur un panneau affiché dans la cour, appela. On lui répondit poliment,
promit de faire attention, mais rien ne changea. Les jours suivants, elle rappela, puis écrivit un courrier. Les ouvriers commençaient toujours à 6h45, et le bruit était si fort que les assiettes tintaient dans le buffet. Les semaines devinrent mois. Le jeune couple, une fois les travaux de structure terminés, se mit à faire les finitions eux-mêmes. Les week-ends, on entendait des perceuses, des ponceuses, des débats animés. Kevin, ils avaient fini par connaître son prénom en le croisant dans l'escalier, était un homme grand, nerveux, toujours pressé, qui répondait à peine au bonjour. Mélissa, sa compagne, était plus discrète, souvent occupée par l'enfant, une petite fille de 2 ans qu'on entendait pleurer parfois. Odette tenta une nouvelle approche. Un samedi après-midi, elle confectionna un gâteau aux noix, sa spécialité, descendit sonner. Mélissa ouvrit, le bébé dans les bras. Odette sourit, tendit le plat. « Je suis votre voisine du 2e. Je me suis dit qu'on pourrait faire connaissance, puisque nous allons vivre longtemps côte à côte. » Mélissa prit le gâteau, un peu gênée. Elle remercia, proposa d'entrer. L'appartement, encore en chantier, sentait la peinture et la colle. Des câbles électriques pendaient des murs, des meubles en kit étaient empilés dans un coin. Kevin arriva derrière, un tournevis à la main, le regard méfiant. « C'est la voisine du dessus », expliqua Mélissa. « Elle nous a apporté un gâteau. » Kevin acquiesça, posa le tournevis, mais ne sourit pas. Odette expliqua qu'elle et Maurice étaient là depuis longtemps, qu'ils aimaient le quartier, que l'immeuble était calme d'habitude. Elle ajouta, doucement, que les travaux avaient été un peu éprouvants, mais qu'elle comprenait qu'on ait besoin de rénover. Kevin coupa court. « On a respecté les horaires légaux. Je vois pas le problème. » « Ce n'est pas une question de légal, » répondit Odette. « C'est une question de vivre ensemble. »« On vit comme on veut chez nous, » dit Kevin d'un ton sec. Odette ne répondit pas. Elle prit congé, remonta chez elle. Maurice l'attendait dans le salon, le visage fermé. « Ça n'a pas marché, » dit-il en voyant son expression. « Il est buté, » répondit Odette. « Il croit que tout se règle par la loi. Il ne comprend pas ce qu'est un voisinage. » Les semaines suivantes, la situation empira. Les travaux avaient cessé, mais les nuisances avaient changé de nature. Le jeune couple organisait des dîners bruyants qui duraient tard dans la nuit. La musique résonnait, les rires et les voix montaient à travers le plancher. Un soir, vers minuit, Maurice descendit frapper à la porte. Kevin ouvrit, entouré d'amis, un verre à la main. « Il est tard, » dit Maurice. « Nous dormons, nous sommes âgés, nous avons besoin de repos. » Kevin ricana. « Vous êtes âgés, vous dormez tôt. Mais nous, on a le droit de vivre, non ? » « Vous avez le droit de vivre, » répondit Maurice d'une voix qu'il voulait calme. « Vous n'avez pas le droit d'empêcher les autres de dormir. »« Portez plainte, si vous voulez, » lança Kevin. « On verra ce que ça donne. » La porte claqua. Maurice remonta, les mains tremblantes. Odette, qui n'avait pas pu s'endormir, le vit entrer dans la chambre, le visage défait. « Il ne changera pas, » dit-elle. « Il ne nous respecte pas. »« On ne va pas se laisser faire, » dit Maurice. « Il y a des lois. »« Des lois, oui. Mais les procédures prennent des mois. Et pendant ce temps, on vit dans l'enfer. » Ils décidèrent de tenir un journal des nuisances. Chaque soir, Odette notait l'heure des bruits, leur nature, leur durée. Maurice téléphona à la mairie, au commissariat, au syndic de l'immeuble. Les policiers vinrent une fois, constatèrent que la musique était forte, firent une remarque, repartirent. Le lendemain, les bruits reprirent, plus forts encore. C'est à cette époque qu'ils découvrirent, par une amie de leur fils, que Kevin était une célébrité sur les réseaux sociaux. Il tenait une chaîne YouTube intitulée « Kevin fait tout », des vidéos de bricolage, de décoration, de tutos, pour rénover soi-même son appartement. Il avait des centaines de milliers d'abonnés. Les grandes marques de bricolage lui envoyaient du matériel, le payaient pour des placements de produits. Il se filmait en train de percer, de poncer, de peindre, en commentant avec un ton décontracté qui plaisait aux jeunes. Odette découvrit cela en tapant son nom sur l'ordinateur de son petit-fils, venu passer un week-end. Elle vit les vidéos, les commentaires élogieux,
le nombre de vues qui se comptait en millions. Elle vit aussi les images de l'appartement, devenu un décor de cinéma, avec ses meubles design, ses lumières tamisées, ses murs blancs. Dans les commentaires, les abonnés écrivaient « Trop cool ton appart, tu gères, Kevin, la classe ». Odette resta un long moment devant l'écran. Elle repensa aux nuits sans sommeil, aux journées gâchées par le bruit, à la fatigue qui s'accumulait dans les épaules de Maurice, à leur vieille table en bois que les vibrations avaient fissurée. Elle repensa à la manière dont Kevin les avait traités, comme s'ils n'étaient que des obstacles gênants sur sa route. Elle ferma l'ordinateur. Ce soir-là, elle dit à Maurice. Il se sert des réseaux pour gagner de l'argent. Il montre un appartement parfait, mais il ne dit pas comment il traite ses voisins. Qu'est-ce que tu veux faire ? Demanda Maurice. Je ne sais pas encore. Mais il faut que les gens sachent. Quelques jours plus tard, leur petite fille, Lucie, vint les voir. Elle avait 19 ans, elle étudiait le cinéma à Lyon, et elle aimait ses grands-parents avec une tendresse qui les touchait profondément. Odette lui raconta tout, les mois de travaux, les nuits sans sommeil, les insultes déguisées, la découverte de la chaîne YouTube. Lucie écouta sans interrompre. Quand Odette eut fini, elle dit simplement. « Je peux faire quelque chose. »« Quoi ?» demanda Maurice. « Je peux filmer. Racontez votre histoire. Mettre ça en ligne. Personne ne regardera, dit Maurice. Vous seriez surpris, répondit Lucie. Les gens aiment la vérité. Surtout quand elle contraste avec les beaux discours des influenceurs. Odette hésita. Elle n'avait jamais voulu de conflit, jamais voulu attirer l'attention. Mais elle voyait Maurice qui s'affaissait, qui perdait le goût de lire, qui ne souriait plus. Elle voyait les nuits qu'il passait à écouter le plafond vibrer, à attendre que le silence revienne. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient donné à cet appartement, à cette vie tranquille qu'on leur volait. « Fais-le, dit-elle. » Lucie revint le week-end suivant avec une petite caméra et un micro. Elle ne voulait pas d'un reportage agressif. Elle voulait filmer le quotidien, les nuisances, les visages de ses grands-parents. Elle vint un soir où Kevin avait invité des amis, et la musique était si forte que les murs tremblaient. Elle filma Odette et Maurice dans leur salon, assis sur le canapé, impuissants, les mains croisées. Elle filma l'horloge qui indiquait 23 heures, puis minuit, puis 1 heure du matin. Elle filma aussi l'escalier, les voisins qui haussaient les épaules, la plainte que Maurice avait déposée au commissariat, classée sans suite. Elle filma les lettres qu'ils avaient envoyées, les réponses administratives qui parlaient de « conciliation » sans jamais aboutir. Puis elle fit le montage. Une vidéo de 12 minutes, sobre, sans effet excessif. Elle l'intitula simplement « Chez nous, le silence n'existe plus ». Elle la publia sur une plateforme de partage, sans trop d'illusions. Le lendemain, elle appela Odette. « Mamie, je crois que ça a pris. Il y a déjà 20 000 vues. » 20 000 ? S'étonna Odette. Les gens commentent. Ils sont en colère. Certains disent qu'ils ont les mêmes problèmes avec des influenceurs dans leur immeuble. Dans les jours qui suivirent, la vidéo explosa. Les vues grimpèrent à 100 000, puis 500 000, puis plus d'1 million. Des médias locaux la relayèrent. Un journaliste du Progrès vint interviewer Odette et Maurice dans leur appartement, fit un article en première page. Des chaînes de télévision régionales demandèrent à Lucie si elle voulait témoigner. Odette et Maurice furent pris de court. Ils n'avaient jamais imaginé un tel retentissement. Les commentaires affluaient, des milliers de personnes exprimaient leur soutien. Beaucoup racontaient leurs propres histoires de voisinage, de travaux sans fin, de jeunes qui traitaient les vieux avec mépris. Un mot revenait souvent, indignité. Pendant ce temps, Kevin découvrait la vidéo. Son agent l'appela en panique, les marques commençaient à s'inquiéter, des sponsors menaçaient de rompre leur contrat. Des internautes, furieux, étaient allés poster des commentaires sous ces vidéos, rappelant l'affaire. Sa chaîne, qui vivait de l'image d'un jeune homme dynamique et respectueux, se voyait soudain associée à un scandale. Kevin tenta de riposter. Il publia une vidéo où il expliquait que les voisins exagéraient, que les travaux étaient dans les règles, que lui aussi avait le droit de vivre. Mais les commentaires se retournèrent contre lui. Des anciens voisins, des ouvriers qui avaient travaillé chez lui,
des gens qu'il avait croisés dans l'immeuble témoignèrent. La version de Kevin ne tint pas. Un matin, Odette sonna à la porte. Cette fois, ce fut Kevin qui ouvrit, le visage fermé, les traits tirés. « Bonjour, dit Odette calmement. Je voulais vous parler. Je n'ai jamais voulu cette histoire. Vous êtes allé sur Internet, vous avez tout ruiné, répondit Kevin d'une voix tendue. Je suis allé sur Internet parce que vous ne m'avez pas écouté. Ni moi, ni mon mari. Nous avons frappé à votre porte, nous avons appelé la mairie, la police. Vous avez ri de nous. Kevin baissa les yeux. Il ne répondit pas. Nous n'avons pas demandé que les gens s'en prennent à vous, poursuivit Odette. Nous voulions seulement que cela cesse. Le bruit, les nuits sans sommeil. Nous sommes vieux, monsieur. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour profiter de notre vie, et vous nous le preniez. Un silence. Derrière Kevin, Odette aperçut Mélissa qui tenait l'enfant dans ses bras, le visage fermé, les yeux rouges. Les marques ont annulé les contrats, dit Kevin d'une voix étranglée. On va devoir déménager. On ne peut plus rester ici. Je suis désolée pour vous, répondit Odette. Je le suis sincèrement. Mais si vous aviez accepté de discuter, il y a 6 mois, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle tourna les talons et remonta l'escalier. Dans l'appartement, Maurice l'attendait, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. Alors ? Il déménage. Maurice eut une longue inspiration. Il regarda la cour, le marronnier, les volets du premier étage qu'il voyait d'en haut. « Je n'ai pas de joie, dit-il. Juste un grand vide. »« Moi non plus, dit Odette. Mais c'était nécessaire. » Les semaines suivantes, le jeune couple vendit l'appartement. Un notaire, mandaté par l'agence immobilière, vint faire l'état des lieux. Les nouveaux propriétaires furent un couple d'artisans dans la cinquantaine, discrets, qui firent quelques travaux mais en respectant les horaires et en prévenant les voisins. Odette leur prépara un gâteau, comme elle l'avait fait pour Mélissa, et cette fois, on lui rendit le plat avec un mot de remerciement. La vie reprit son cours, plus calme, plus douce. Odette put relire ses romans dans l'après-midi, Maurice retrouva le goût de sa sieste. Le silence, ce bien précieux qu'ils avaient cru perdu, était revenu. Un soir, Lucie vint dîner. Elle leur montra la vidéo devenue virale, les commentaires toujours nombreux, les messages de gens qui avaient trouvé le courage de dénoncer des situations similaires. Odette secoua la tête. « Tout ça pour si peu, dit-elle. »« Ce n'est pas peu, mamie, » répondit Lucie. « Vous avez fait réfléchir des milliers de personnes. Peut-être que certains voisins tyranniques se calmeront en pensant à votre histoire. »« Ce n'était pas notre but, » dit Maurice. « On voulait juste qu'on nous laisse tranquilles. »« Parfois, » dit Lucie, « il faut faire du bruit pour obtenir le silence. » Ils rirent doucement. La soirée s'acheva comme tant d'autres, autour d'une soupe et d'une tarte aux pommes, avec le bruit des fourchettes sur la porcelaine et le vent léger qui faisait frémir les feuilles du marronnier. Odette rangea la cuisine tandis que Maurice s'installait devant la fenêtre, son journal à la main. Il regarda la cour un long moment, puis tourna les pages. Rien ne venait perturber la quiétude de cette fin de journée. Le premier étage était silencieux. Les murs, enfin, étaient redevenus des murs. Elle vint s'asseoir près de lui, sur le canapé qu'ils avaient choisi ensemble il y a 20 ans. Ils ne parlèrent pas. Le silence, ce silence qu'ils avaient tant défendu, les enveloppa comme une couverture familière. Au dehors, les lumières de la Croix-Rousse s'allumaient une à une, et l'immeuble de pierre dorée reprenait sa place dans le paysage nocturne, apaisé, comme si l'orage avait passé. Odette posa la main sur celle de Maurice. Elle pensa aux mois écoulés, aux nuits blanches, à la colère qui les avait habités, puis à cette étrange libération qui était venue d'une vidéo, d'une petite fille, d'1 million d'inconnus qui avaient pris leur parti. « On a bien fait, dit-elle. »« On a fait ce qu'on devait, » répondit Maurice. Il se tut un instant, puis ajouta d'une voix douce, comme s'il se posait la question à lui-même. « Après tout, ce silence qu'on a reconquis. C'est mérité ?» Odette ne répondit pas. Elle serra la main de Maurice, et le silence demeura, plein, entier, enfin retrouvé.